Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. Nous commençons cette édition avec les suites du glissement de terrain survenu dimanche dernier à Shenzhen, dans le sud de la Chine. 76 personnes sont encore portées disparues, dont 51 hommes et 25 femmes. Les autorités ont organisé une conférence de presse pour faire le point sur les opérations de secours. Aujourd'hui, dans la matinée, nous avons extrait des éléments partiels de bâtiments à l'intérieur de 4 sites d'excavation. Les édifices ont été localisés à l'intérieur de ces zones, grâce à l'utilisation de radars optiques et géologiques. Ainsi, nous donnons la priorité aux opérations de secours à l'intérieur de ces 16 zones sur les 35 recensées initialement. 4018 secouristes travaillent d'arrache-pied sur ces sites, accompagné de 566 engins en tout genre. Un corps a été extrait mardi matin. Il s'agit de la première personne morte recensée après le désastre. 7 personnes ont été sauvées et près de 900 autres ont été évacuées en toute sécurité. 16 personnes hospitalisées sont actuellement dans un état stable. La plupart des personnes disparues sont des travailleurs migrants, principalement originaires des provinces méridionales du pays. Les autorités n'ont pas encore pu contacter leurs familles, ce qui complique encore plus le travail de recensement des personnes disparues. Le glissement de terrain survenu dimanche dernier recouvre une zone de 380 000 m² sur près de 10 mètres de profondeur. Plusieurs départements gouvernementaux s'activent ensemble dans les opérations de recherche sur la zone du désastre. La liste des entreprises impliquées dans la gestion des opérations de secours est encore floue. Les départements de régulation de la ville ont demandé aux opérateurs, notamment gouvernementaux, de conduire les opérations avec la plus grande vigilance en termes de sécurité et de stabilité des édifices détruits. Selon les dernières nouvelles, un homme a été dégagé mercredi matin des décombres plus de 60 heures après le glissement de terrain. La Chine et l'Irak ont convenu de mettre en place un partenariat stratégique à l'occasion de la visite du Premier ministre irakien Haider al-Abadi en Chine. Le président chinois Xi Jinping a rencontré Haider al-Abadi à Beijing ce mardi. Le président a déclaré que les deux pays devraient saisir cette opportunité pour développer leurs relations. Il a exprimé son soutien à l'Irak pour les efforts que le pays fournit afin de maintenir sa souveraineté nationale, son indépendance et son intégrité territoriale. Il a ajouté que la Chine est en faveur des mesures irakiennes visant à préserver la sécurité et la stabilité nationale et que le pays était prêt à coopérer dans ce domaine. L'initiative Une ceinture, une route sera également l'occasion de renforcer la coordination stratégique de la Chine avec l'Irak. Le président Xi a souligné qu'elle serait susceptible d'aider l'Irak à se reconstruire dans des domaines clés tels que l'énergie, les télécommunications et les infrastructures. Les entreprises chinoises seront d'ailleurs encouragées à se joindre à l'initiative et à investir dans de grands projets en Irak. La Chine tient à collaborer pleinement afin de restaurer la paix et la stabilité régionale. Al-Abadi a accueilli les engagements de Xi Jinping avec beaucoup d'enthousiasme et a déclaré que sa visite avait justement pour but de développer les liens et échanges entre les deux peuples. L'Irak accueillera à bras ouverts les entreprises et les investissements chinois. Il a précisé que le pays leur apporterait toute la protection nécessaire. L'armée gouvernementale afghane est engagée dans de lourds combats avec les talibans afin d'empêcher qu'un district clé dans la province du Helmand ne tombe entre les mains des rebelles. La Grande-Bretagne a aussi annoncé qu'elle avait envoyé du personnel militaire dans la province. Les talibans sont à deux doigts de prendre le contrôle total du district de Sangin dans la province du Helmand, alors que la plupart des bâtiments gouvernementaux sont à présent entre leurs mains. La situation est très mauvaise ici. Les habitants d'ici sont en danger, ne peuvent pas rester dans leur maison parce que l'ennemi leur tire dessus. Il y a des rapports divergents concernant qui contrôle le district. Des officiels afghans disent que les forces gouvernementales s'efforcent de tenir le quartier général de la police, ajoutant que des avions militaires ont largué de la nourriture et des munitions aux forces gouvernementales assiégées et que des renforts ont été envoyés. Alors que la province est sur le point de tomber entre les mains talibanes, les Britanniques disent qu'un petit nombre de leurs soldats a été envoyé au Helmand.
Ce que nous avons dans le pays, ce sont 450 militaires britanniques. La plupart d'entre eux sont dans ou autour de Kaboul en charge de l'académie de formation des officiers. Nous avons aussi des conseillers au camp Shorabak, qui est juste adjacent au camp Bastion et que nous connaissons tous depuis longtemps, surveillant et conseillant les forces afghanes. Donc nous ne focalisons pas trop sur le fait qu'il y a des forces spéciales britanniques là-bas. Le ministère afghan de l'Intérieur a confirmé le déploiement, disant que les forces britanniques aideraient à conseiller les forces de sécurité afghanes sur des problèmes techniques et autres. Un groupe de soldats britanniques a été déployé à Shorabak dans le Helmand pour participer à la mission Soutien résolu. Ils vont soutenir et aider les forces de sécurité afghanes en tant que conseillers et ne participeront pas aux opérations militaires. Sangin est tombé sous le contrôle des talibans plusieurs fois, depuis que les soldats britanniques se sont retirés du Helmand en 2010. Et les combats ces 6 derniers mois ont fait de nombreuses victimes parmi les forces afghanes et les forces internationales. Les liens entre la Turquie et Israël ont été rompus en 2010 suite à l'incident du Mavi Marmara, au cours duquel les forces israéliennes avaient attaqué une flottille internationale tentant de briser le blocus naval imposé par Israël à Gaza. 10 activistes turcs avaient trouvé la mort dans cette opération. 5 ans plus tard, les deux pays sont prêts à normaliser leurs relations et à rétablir des liens diplomatiques. Les enjeux pour la région sont très importants. Israël et la Turquie formaient auparavant l'une des alliances les plus solides de la région. Après les 5 ans de tensions intenses qui ont succédé à l'incident du Mavi Marmara, les deux pays semblent préparer leurs retrouvailles. Des deux côtés, l'annonce a été faite qu'un accord de normalisation est en cours d'élaboration. Même si l'accord n'a pas encore été conclu, nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une première version. Il ne fait aucun doute que le peuple et l'État israélien sont les amis de la Turquie. Nos critiques jusqu'à présent concernaient certaines actions du gouvernement israélien que nous ne pouvons approuver. Cet accord potentiel intervient à un moment critique pour la Turquie, dont les relations avec la Russie se sont sérieusement détériorées. Cette crise fait suite au crash du jet russe provoqué par les troupes turques et pourrait avoir un impact sur les importations énergétiques de la Turquie. Le processus engagé pourrait ouvrir la voie à un accord préparant la construction d'un gazoduc qui relierait le champ gazier du Léviathan à la Turquie. Selon les premières estimations, le projet coûterait environ 1 milliard de dollars. Le bénéfice serait donc mutuel pour les deux pays. Au-delà de ce projet, Israël et la Turquie partagent les mêmes intérêts sécuritaires dans la région. Tous deux prennent part à la guerre contre la terreur et le rétablissement de leurs liens diplomatiques pourrait également conduire à une coopération renforcée en termes d'échange d'armes et de renseignements. L'accord prévoit qu'en échange du dédommagement des familles des victimes turques par Israël, la Turquie renonce à poursuivre en justice les autorités israéliennes. La position de la Turquie par rapport au Hamas reste toutefois problématique. Malgré l'annonce médiatisée de l'interdiction des activités du Hamas en Turquie, le président turc Tayyip Erdogan a reçu à Ankara il y a quelques jours seulement le dirigeant du Hamas Khalid Meshal. Certains y voient là une manœuvre politique d'Erdogan. Cet accord avec Israël a suscité une réaction très forte au sein du parti AK et de ses partisans, plus forte que ce que ses dirigeants avaient prévu. Et ils essaient à présent d'apaiser les esprits. La rencontre avec le dirigeant du Hamas avait pour but de montrer aux partisans que la Turquie et le monde, tout en devenant amis avec Israël, ne cessera pas de soutenir le Hamas. Le principal défi qu'il reste à affronter concerne le blocus de Gaza. Erdogan avait auparavant fait figurer la levée du blocus parmi les conditions préalables à toute normalisation des relations. Cela pourrait devenir ici un élément déterminant. Il est fort peu probable qu'Israël accepte cette requête. La conclusion de cet accord, dont les deux pays profiteraient, dépend donc de leur capacité à passer outre cette question épineuse. Retour en Asie, le gouvernement japonais prévoit un budget record de 800 milliards de dollars pour la prochaine année fiscale. Les dépenses en matière de dépenses et de sécurité sociale sont les principales raisons de cette hausse. Le budget national du Japon devrait atteindre près de 97 000 milliards de yens, soit environ 800 milliards de dollars pour l'année fiscale 2016. Les coûts en matière de dépenses devraient dépasser les 5 000 milliards de yens pour la première fois, soit une hausse de 2% par rapport à cette année. Cette hausse servira à renforcer la présence asiatique auprès de l'armée américaine et à acheter du matériel militaire. Le ministre japonais de la Défense a déclaré qu'il achèterait 17 hélicoptères de guerre anti-sous-marins Mitsubishi SH-60K en vue d'accroître la capacité de surveillance de ses forces d'autodéfense maritime.
Le budget de la défense du Japon a connu une hausse chaque année depuis la prise de fonction du Premier ministre Shinzo Abe. Dans le même temps, les coûts en matière de sécurité sociale augmentent également en raison du vieillissement de la population. Ils devraient augmenter de 440 millions de yens en lien avec les dépenses en soins médicaux et pour les personnes âgées, soit près de 32 000 milliards de yens, environ 26 milliards de dollars américains. Et cela compte pour environ 30% des dépenses totales. Le Japon va également augmenter son assistance officielle de développement pour la première fois en 17 ans. Le fonds sera utilisé pour fournir des subventions, pour gérer les réfugiés et soutenir les infrastructures d'exportation des entreprises japonaises. Le projet de budget doit être avalisé par le cabinet jeudi et sera transmis au Parlement pour approbation en début d'année prochaine. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. La Chine va améliorer la gestion et l'environnement urbain afin de rendre ses villes plus vivables. Ceci, selon un communiqué publié mardi à l'issue de la conférence centrale sur le travail urbain. Le président Xi Jinping et le premier ministre chinois Li Keqiang ont posé lors de la réunion les jalons du développement urbain. Le communiqué indique que la Chine entend compléter d'ici 2020 la rénovation en cours des bidonvilles urbains, des zones sous-développées des villes et des logements délabrés. Il précise que la Chine va accentuer la montée en gamme des agglomérations de l'Est du pays et développer une nouvelle série d'agglomérations et de villes régionales importantes dans les régions centre et ouest du pays. Il fait également de la sécurité la priorité du développement et de la gestion des zones urbaines. La conférence centrale de travail urbaine d'une durée de 2 jours a été organisée en parallèle de la conférence centrale de travail économique. C'est la deuxième fois que le Parti communiste chinois organise cette conférence, dont la première édition s'est tenue il y a 37 ans. La conférence centrale de travail économique s'est achevée à Beijing après 4 jours de réunion par l'annonce de 5 tâches à mener en priorité en 2016. En images, voici quelques précisions sur ces conclusions. La conférence centrale de travail économique a accouché de réformes structurelles sur le plan de l'offre. Yang Weimin, directeur adjoint du bureau du groupe central des directions des affaires financières et économiques, indique qu'il s'agit d'une étape cruciale pour la promotion de l'actuelle croissance économique. Il est significatif de proposer l'idée de réforme structurelle au niveau de l'offre. Il s'agit d'une nouvelle avancée théorique qui fait suite à la 5e session plénière du 18e comité central du PCC. C'est un élément nécessaire qui va nous permettre de nous adapter et de conduire le développement de la nouvelle normalité économique. Et d'ajouter que la Chine subit des pressions baissières, voit les bénéfices de ses entreprises diminuer et ses prix à la production décroître. Il attribue cela aux contradictions structurelles et institutionnelles de l'offre. C'est le facteur clé. C'est seulement après l'avoir identifié que nous pouvons travailler à rechercher la meilleure solution. Nous devons sécuriser une nouvelle solution afin de résoudre tous les problèmes préexistants. Je pense que c'est le jugement correct à ce niveau. Yang Weimin précise que le soutien politique est nécessaire pour mener à bien les réformes structurelles. Ceci inclut des mesures pour garantir une politique macroéconomique stable et une politique microéconomique flexible, ainsi qu'une politique industrielle précise. La Chine a donné des détails sur les réformes concernant les approvisionnements. Une partie importante de celles-ci consiste à se débarrasser des capacités caduques de production. Certaines des méthodes que le gouvernement a soulevées pour accélérer ce processus passent par l'imposition de taxes et par le durcissement des règles environnementales et de consommation d'énergie. D'un autre côté, il y a des propositions pour réduire le coût de l'électricité et des frais de logistique afin de baisser les coûts des opérations des compagnies. La Chine promouvra aussi le marché de la location de logements. Il y a toujours un grand retard en matière de logement dans les villes de 3e et de 4e niveau. Les branches locales de la Commission pour le développement et la réforme devraient envisager un déstockage prochainement. Nous devrions aussi développer le marché de la location afin de soulager la pression sur la demande de logement. Et nous devrions désendetter afin de prévenir des risques financiers. L'économie chinoise a été confrontée cette année à une pression sans précédent, avec la reprise économique mondiale qui tourne au ralenti et la surcapacité de certaines industries en Chine. L'économie nationale se retrouve au milieu d'une nouvelle normalité. Et la restructuration économique a été une phrase clé cette année.
Il y a quelques jours, un nouveau groupe industriel a été lancé dans la zone du parc des sciences de Zhongguancun à Beijing. Il s'agit du couloir de mégadonnées Beijing-Tianjin-Hebei. Beijing se concentrera sur la recherche et le développement. Tianjin prévoit de construire des centres de fabrication d'équipements et Changde et Zhangjiakou, dans la province du Hebei, aideront à conserver les données. L'industrie des mégadonnées devrait permettre la création de plus de 500 entreprises de gestion de ce secteur et devrait gérer un revenu de près de 500 milliards de dollars, ainsi qu'un ensemble industriel disposant d'une chaîne industrielle complète. Utiliser la haute technologie pour créer une nouvelle ceinture industrielle est l'une des réformes envisagées pour cette région Beijing-Tianjin-Hebei. Les réformes sont conduites sous une pression sans précédent de l'économie. Les problèmes de structure économique sont croissants et les ressources, tout comme l'environnement, sont surchargés et les piliers traditionnels de l'industrie observent des excès de la capacité de production. Les profits des 5 industries que sont le charbon, le fer et l'acier, la pétrochimie et les matériaux de construction ferreux et les métaux non ferreux ont connu une chute de 42,8%. Cela indique un important changement structurel qui est l'affaiblissement des industries énergétiques traditionnelles. Lors d'une réunion clé du Parti communiste en octobre dernier, le président Xi Jinping a introduit le concept de développement passant par l'innovation, la coordination, le développement vert, l'ouverture et le partage. Le nouveau concept de développement a fourni une direction importante à la restructuration économique et à l'amélioration industrielle. 3 stratégies, une ceinture et une route, le développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei et la ceinture économique du fleuve Yangtze ont été discutés lors de la conférence centrale économique de travail de l'année passée. Et les plans détaillés y ont été présentés cette année. Les stratégies de la ceinture économique du fleuve Yangtze et du développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei ont permis la promotion d'une future évolution industrielle des régions centrales et de l'ouest de la Chine. Il s'agit là d'une optimisation de l'agencement industriel. Également cette année, le Conseil des affaires d'État a dévoilé un plan national sur 10 ans appelé Fabriquer en Chine 2025. L'objectif est de transformer la Chine d'un géant manufacturier vers une puissance manufacturière mondiale. Les statistiques montrent qu'au cours des 3 premiers trimestres de l'année, les industries de haute technologie ont enregistré une croissance de 10,4%, soit 4,2% plus rapide que la croissance industrielle générale. Les chiffres de novembre montrent que le taux de croissance industrielle était de 6,2%, soit le niveau le plus élevé en 5 mois. Et l'industrie des équipements de haute technologie a émergé en tant qu'importante force motrice du développement. Cette année, la Chine a signé des accords sur le nucléaire d'une valeur dépassant les 10 milliards de dollars avec plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Argentine et le Kenya. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'Afrique Info.